J'avais pas l'intention de trop vous parler d'intelligence artificielle, même si vous allez voir beaucoup d'algorithmes dans ma présentation. Je n'ai pas nécessairement l'intention de vous les expliquer, vous les prendrez pour acquis, mais j'ai plus envie de vous parler de ce que l'algorithmique et l'intelligence artificielle peuvent apporter aujourd'hui dans notre vivre ensemble, et même, pour aller plus loin, dans des nouveaux modes de gouvernance, puisque comme vous savez, en général, les modes de gouvernance, on les attribue aux humains, hein, c'est les humains qui nous gouvernent par des systèmes légitimement élus, démocratiquement, etc. Et aujourd'hui, il y a un nouvel acteur qui est en train de cet acteur-là dont je vais parler, qui est en train de se substituer à nos modes de gouvernance classiques, qui sont les algorithmes. Et ça pose évidemment énormément de questions. Alors moi, en général, je défends cet acteur, c'est normal puisque je travaille en intelligence artificielle, donc je suis pour, je reconnais l'efficacité de cet acteur. Mais ça pose un tas de questions sur la confrontation de ces deux modes de gouvernance, qui est celui de la technologie, les algorithmes, et puis celui de la gouvernance classique, comme on l'entend, la gouvernance politique, la gouvernance législative, et comment se confrontent et comment s'harmonisent ces deux mondes. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler, parce que, bon, d'après ce que j'ai compris, la liberté est un sujet qui vous passionne, et de fait, la technologie est un nouveau mode, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Marc Ferry, parce que la technologie est un nouveau mode un peu de formatage, d'entrave à nos libertés, mais qu'on pourrait vouloir. Ça va être ça un point qui pourra faire débat, c'est que sans doute on en aura de plus en plus besoin des restrictions de nos libertés, mais au profit d'une collectivité. C'est de ça dont je vais essayer de vous convaincre. Alors, pourquoi je pense que la technologie va devenir de plus en plus essentielle? Alors, excusez-moi, j'ai des slides, mais je vais les sauter. C'est un peu pour vous illustrer certaines choses, mais là, en plus, ils ont le malheur d'être pour l'essentiel en anglais. Il y en a en français, il y en a en anglais, mais je pense pas que ça vous pose problème. C'est pas de l'anglais de Shakespeare, hein, c'est de l'anglais relativement plat. Et donc, ce que je vais essayer de vous convaincre, c'est qu'on est en train de créer une nouvelle forme de gouvernance, et on l'espère une nouvelle forme de démocratie, mais qui se repose de moins en moins sur l'homme et de plus en plus sur les machines. Alors ça, c'est une transition qui est quand même assez nouvelle, qui est assez redoutable, et qui fait débat. Donc je ne vais pas la défendre, si vous voulez, mordicus. Hier, j'avais un débat avec Antoinette Rouvroy, qui a beaucoup écrit, qui est une philosophe de Namur, qui a beaucoup écrit, qui a beaucoup critiqué la gouvernementalité algorithmique, mais c'est elle qui a même inventé ce terme. Donc c'est vraiment pour montrer qu'il y a des nouvelles formes aujourd'hui de régulation sociale. On a un professeur ici à l'ULB, qui est Benoît Friedman, qui s'occupe du droit global, et lui, parmi les acteurs du droit global, il en cite de plus en plus un nouveau, qui est la technologie, qui crée des nouvelles formes de régulation sociale, et c'est de celle-là dont je vais parler. Bien sûr, c'est les algorithmes, mais souvent de l'intelligence artificielle, qui sont à la tête de cela, mais ça pose d'autres questions qui sont, par exemple, quelle est la légitimité de ces algorithmes pour diriger nos comportements. Et donc c'est vraiment presque des questions politiques qui finalement sont, à mon avis, presque plus intéressantes, surtout pour un public très diversifié, sont plus intéressantes que la technologie pour la technologie. Alors, je vais vous montrer des exemples de ça. Des exemples qui sont déjà, qui ont envahi nos vies, hein. Les GPS, des exemples de gouvernance. Vous allez dire, c'est bizarre que vous citiez les GPS, mais enfin, tout le monde, pour l'instant, suit les recommandations de son GPS. Et donc, il y en a qui ne les suivent pas, mais il y en a de plus en plus qui les suivent. Et ça pose débat, vous allez voir pourquoi. Comment doivent fonctionner les GPS? Eh bien, vous allez être surpris de voir que moi, je considère que les GPS ne fonctionnent pas de manière, si vous voulez, optimale au plan de la société. Qu'ils ont des travers, ces GPS. Ils peuvent être très utiles, mais si on les faisait fonctionner différemment, et d'ailleurs moi j'œuvre dans mon laboratoire pour des nouvelles formes d'aide à la mobilité, je vous en montrerai quelques-unes. Je
parlerai d'un autre algorithme qui s'appelle Parcoursup et qui décide aujourd'hui de l'assignation des étudiants à les universités en France. On l'a pas encore, mais en Belgique, on a le décret inscription, une autre forme d'algorithme qui décide de l'école que suivra vos enfants. C'est un algorithme qui en décide aujourd'hui. Vous n'avez plus la liberté de choisir l'école de vos enfants. Hein. C'est un décret qui est algorithmisé, qui s'appelle le décret inscription, sur lequel je travaille aussi. C'est pour ça que je fais de plus en plus de politique avec mon... en vieillissant, on fait de plus en plus de politique et de moins en moins de technique. Mais j'ai envie que nos gouvernants comprennent qu'il y a là des outils qui sont extrêmement importants, extrêmement précieux, et qui reprennent la main, qui reprennent le contrôle de ces outils, parce que si c'est pas eux qui le font, d'ailleurs, c'est de moins en moins qu'ils le font, c'est les GAFAM qui sont en train de prendre le contrôle de nos vies avec leurs outils. Ce qui montre d'ailleurs l'efficacité de ces outils, mais pas forcément à bon escient. Voilà. Et donc, il y a des algorithmes aussi, Jacques y a fait allusion, il y a des algorithmes qui sont des algorithmes d'apprentissage qui sont capables de plus en plus de profiler nos comportements, de formater nos comportements, ce qu'on appelle les algorithmes de recommandation, les algorithmes de profilage. Je vais vous montrer un peu comment ils fonctionnent. Et ils sont de plus en plus importants, puisque on les utilise de plus en plus pour faire de la surveillance. On essaie de prédire ce que vous allez faire demain, et si on prédit que vous allez mal vous comporter, on peut, sur base de cette prédiction, commencer à vous embêter. Et il y a de plus en plus d'algorithmes qui vous surveillent. Comme vous savez, on cite souvent la Chine, je dirais 2 ou 3 mots sur la Chine. Mais en Chine, il y a un crédit social qui est tout à fait effectif depuis 2 ans, et qui vous surveille, et qui, en fonction de vos comportements, vous punit ou vous récompense par exemple, de possibilités de voyage, de possibilités d'achat, de possibilités de visa, selon que vous soyez bien comporté ou non, et c'est l'algorithme qui en décide. Donc c'est quand même des évolutions redoutables qu'il faut un tout petit peu comprendre, analyser, et je dirais un petit mot. Et puis de fait, j'ai abordé tous ces sujets, et je vais essayer de rester dans l'ordre parce que c'est plus intéressant de discuter que de vous assommer avec toutes ces considérations. J'aime bien d'avoir vos réactions et de ce que vous en pensez. Mais ça pose évidemment des tas de problèmes sur la vie privée, sur la liberté, sur la légitimité de ces algorithmes. Qui donne une légitimité à ces algorithmes? Qui décide du décret inscription? Qui décide de Parcoursup? Parcoursup, c'est l'algorithme qui, en France, désigne l'université que l'étudiant va devoir fréquenter. C'est des centaines de milliers d'étudiants dont la vie universitaire est décidée aujourd'hui par un algorithme. Et c'est écrit par 2 chercheurs du CNRS qui ont décidé du fonctionnement de cet algorithme. C'est quand même très préoccupant. Et je vous dirais comment ça s'est passé. Je les connais, ces chercheurs. Je l'ai vécu et je peux vous dire que c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est un algorithme qui a un effet extrêmement important dans le système d'enseignement en France, qui était déjà très inégalitaire, comme vous savez. La France est très inégalitaire en matière d'enseignement. Mais ça ne fait que se renforcer, puisque l'algorithme se débrouille pour que les meilleurs étudiants aillent dans les meilleures universités. Et donc, en fait, les algorithmes amplifient les inégalités. S'il fallait déjà, l'algorithme ne fait que les amplifier. Et donc, je terminerai sur une proposition que j'ai faite au gouvernement bruxellois, au gouvernement de la région wallonne, qui est de faire des expérimentations de nouvelles formes d'écriture de ces algorithmes, en faisant, vous savez, les citoyens de plus en plus ont une demande de participation plus active dans la vie politique, hein, la participation citoyenne, la démocratie participative, ça s'appelle, on en parle de plus en plus. Ben, une opportunité de cela, ce serait de mettre beaucoup plus de citoyens à l'origine de ces algorithmes. Et je vous montrerai l'expérimentation que j'essaie de faire pour le décret inscription. Donc, pourquoi je pense que les algorithmes sont absolument indispensables? C'est parce que pourquoi est-ce qu'on a besoin d'algorithmes en fait? Parce que je pense que on est malheureusement victime de complexification de notre monde, dont on a du mal à gérer. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de GPS? Pourquoi on a besoin même d'un algorithme pour assigner les enfants dans les écoles? C'est parce que des choses se complexifient et on a l'impression un peu de perdre le contrôle du monde. Et qu'on a été aidé par Jacques l'a bien dit, par des machines qui sont d'une puissance cognitive extraordinaire. Moi, quand j'étais enfant, mon père, il décidait des itinéraires en mettant une carte sur le capot et en faisant dans sa tête le GPS. Mais lui, il pouvait évaluer quelques itinéraires, mais pas des milliards d'itinéraires comme peuvent le faire le GPS. On est surtout assujetti aujourd'hui à des menaces. On en entend parler tous les jours. Le changement climatique, les inégalités explosives, mais même la mobilité dans Bruxelles, c'est une menace. Si vous
comme moi, si vous constatez que en 20 ans, c'est incroyable comme la mobilité s'est transformée. Il y a des trottinettes, des vélos, des scooters, il y a l'Uber, il y a des acteurs de mobilité qui sont devenus pratiquement incontrôlables. Hein, et il y en a chaque jour presque un nouveau. On entend parler d'un nouveau système de car sharing ou un nouveau système de... Il faut gérer ça, parce qu'on ne peut pas laisser tous les acteurs privés décider de comment doit être la mobilité dans Bruxelles. Donc il y a besoin de coordonner ça, il y a besoin d'une gestion. Et c'est suffisamment complexe pour que l'on confie ça à des algorithmes. Le changement climatique, moi je suis intimement convaincu qu'on ne pourra pas lutter contre le changement climatique sans faire un usage massif d'algorithmes. Par exemple, d'installer chez vous des systèmes de captation qui permettent, sans pour autant que votre confort en soit terriblement affecté, permettent de diminuer de 50, 60 ou même 80% de votre consommation d'électricité ou votre consommation d'eau. Bien sûr, il y a la technologie dans les véhicules, dans les moteurs qui permettent évidemment de diminuer la pollution, mais c'est pas ça qui formate vos comportements. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il va falloir que vos comportements changent, nos comportements changent, il va falloir le faire de manière douce, parce que sinon on l'acceptera pas. Et ce qui peut permettre cela, c'est des dispositifs algorithmiques chez vous, par exemple, je parle de chez vous parce que c'est facile à comprendre, des compteurs intelligents qui vont vous aider, si pas vous obliger, alors la nuance n'est pas toujours très nette, à faire la lessive à certains moments du jour et pas à d'autres, ou de peut-être faire moins de lessive, ou parce qu'à un moment on ne pourra plus se permettre d'envoyer le CO2 qu'on envoie. Bon. Et donc toutes ces menaces, elles existent, elles sont de plus en plus importantes. Le monde, et je pense qu'elles résultent beaucoup d'une complexification du monde qui pourrait aussi se traduire par ce que les sociologues appellent ou les économistes appellent les tragédies des communs. C'est-à-dire qu'on est dans une société où on a poussé la liberté, on va parler beaucoup de liberté, mais on l'a peut-être poussé un peu trop loin, et que quand chacun fait ce qu'il a envie, fait ce qu'il veut, etc., ça ne crée pas forcément des tout harmonieux au plan social. Et on voit bien que le changement climatique est une forme de tragédie des communs. On a beau penser que là, il y a des gens qui pensent qu'on pourrait envoyer des miroirs pour refléter le soleil ou je ne sais quoi, mettre dans les océans pour absorber le CO2, mais on sait bien que c'est de la folie et qu'il va falloir, on n'a pas le choix, il va falloir à un certain moment changer nos modes de consommation et pour cela, on va avoir besoin, à mon avis, des algorithmes, parce que les algorithmes sont très puissants pour nous influencer. Les GAFAM le montrent. Et puis en plus, il y a une défiance du politique, partout. On voit bien, moi je passe la moitié de ma vie en Italie, c'est terrible, comme les gens n'y croient plus. C'est-à-dire que les modes de gouvernance humaine sont des modes qui actuellement suscitent une défiance incroyable. On n'a pas l'impression que nos politiques soient très rationnels, on a l'impression qu'ils n'ont plus le contrôle de rien, que la politique elle-même se complexifie au point que tout seuls, en se servant simplement de leur cerveau, ils n'arrivent pas à trouver les solutions, et qu'eux aussi auraient quand même besoin de pas mal d'aide algorithmique pour autant qu'ils en fassent un bon usage. Donc là, c'est important ce slide parce que ça justifie ce que je fais. Après, je vais aller... Et puis, c'est vrai, Jacques le disait, on a des opportunités aujourd'hui qu'on n'avait pas auparavant. Les algorithmes sont quand même super intelligents. Aujourd'hui, c'est pas question de savoir si les ordinateurs sont plus intelligents que les hommes. Mais oui, il y a un tas de choses où les ordinateurs sont plus intelligents que les hommes. Si le jeu d'échecs, le jeu du Go, chez les gens qui le pratiquent, ça demande quand même une certaine intelligence. J'aurais jamais l'outrecuidance de dire que Kasparov ou que Lee Sedol, qui était le meilleur joueur de Go, ne manifeste pas une certaine intelligence. De ces intelligences-là, admirables, hein, intelligence purement rationnelle, cognitive. Il faut ce type d'intelligence pour jouer aux échecs et au Go. Ben, aujourd'hui, l'ordinateur le fait mieux. Et donc, le disqualifier, lui enlever cette intelligence, bon, ben non, les ordinateurs, aujourd'hui, dans pas mal de secteurs de nos vies, sont beaucoup plus intelligents que les humains. Mais pas dans tous les secteurs, mais en tout cas, il y a des secteurs importants. En plus, les ordinateurs, vous pouvez les mettre partout. Ils sont miniaturisés, ils sont de moins en moins chers, je dis pas qu'ils posent de graves problèmes aussi environnementaux, mais aujourd'hui, un Raspberry, moi je fais beaucoup de choses avec des Raspberry, qui sont des petits ordinateurs qui sont vraiment simplement à la carte mère, ça coûte 10, 20 euros, et vous avez un ordinateur, et donc on peut équiper une maison avec 20 senseurs et capteurs pour 100 ou 200 euros. Vous pouvez équiper votre maison et la rendre beaucoup plus intelligente. C'est très très accessible aujourd'hui, cette informatique, elle est très bon marché, vous pouvez la mettre partout, elle est petite, et ils communiquent entre elles. Les ordinateurs, c'est ce qu'on appelle l'Internet des objets, tous ces objets peuvent communiquer, et donc peuvent prendre en charge vos existences en mesure
où vous savez, c'est pratiquement l'imagination qui fait défaut, mais quand vous imaginez un truc comme, moi je prends de plus en plus les vélos jump, là, Uber, parce que c'est incroyable que ça marche, ces trucs-là, mais quand vous pensez toute la technologie qui est derrière, c'est fascinant, votre téléphone qui débloque le vélo qui roule, tout ça, c'est comptabilisé, mais tout ça, ça se fait par Internet des objets, par intelligence, par algorithmique, etc. Alors, donc il y a des algorithmes partout, il n'y a pas une seconde de vos vies qui n'est pas sous le joug d'un algorithme aujourd'hui. Enfin, peut-être pas vous, mais les jeunes, c'est évident. Enfin, ils sont dans leur smartphone tout le temps, ils suivent leur GPS, ils sont notifiés sans arrêt, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont constamment assujettis par le bon vouloir d'un algorithme. Ils vont voir les films que leur algorithme recommande, ils écoutent les musiques, YouTube, c'est... moi j'ai encore des petits-enfants maintenant, ils sont constamment sur leur smartphone à voir les vidéos des YouTube, et c'est un algorithme qui décide... vous voyez, donc il faut quand même savoir que les algorithmes sont partout, prennent déjà nos existences en charge, et donc l'idée c'est peut-être de profiter de ce moment-là pour peut-être modifier nos modes d'existence grâce à ces algorithmes. Vous allez voir ce que je veux dire par là. Alors que les algorithmes soient des acteurs importants dans le formatage de nos existences, je vais vous montrer des exemples qui sans doute vous sembler anodins, mais on algorithmise les toilettes aussi, dans la mesure où aujourd'hui, dans les toilettes qui sont les plus modernes, ne sont pas toutes aussi modernes que ça, mais c'est pas vous qui décidez d'allumer ou d'éteindre la lumière quand vous rentrez dans les toilettes. Il y a des systèmes de captation, hein, alors c'est pas très sophistiqué, mais enfin bon, c'est quand même des systèmes relativement algorithmiques. Et puis même la chasse d'eau, comme vous savez, c'est plus vous qui actionnez la chasse d'eau, les chasses d'eau sont automatisées. Donc il y a de l'automatisation partout, et on s'en plaint pas. Ce sont déjà des restrictions et des formatages de nos comportements. Vous n'avez pas l'occasion d'appuyer l'interrupteur, vous n'avez pas l'occasion de déclencher la chasse d'eau. Mais vous vous en plaignez pas parce que vous êtes conscient que pourquoi pas économiser l'eau et l'électricité. Vous voyez que c'est déjà des prises en charge. Il y a des barrières déjà partout. Et il va y avoir de la reconnaissance faciale de plus en plus. Moi, je sais qu'à la STIB, ils travaillent sur la reconnaissance faciale. Ma fille travaille à la STIB, c'est pour ça que je sais bien ce qui se passe à la STIB. À la STIB, vous avez des barrières pour empêcher la fraude. Mais elles sont pas suffisantes parce que les barrières, ça marche dans les métros, ça marche pas dans les bus. Et donc, dans les bus, on commence à réfléchir sur la reconnaissance faciale pour détecter le fraudeur. Et donc, s'il n'y avait pas de fraudeur, il ne faudrait pas d'algorithme, mais malheureusement, les gens ne sont pas tous honnêtes. Et souvent, il faut les algorithmes pour remettre les gens dans le droit chemin. La société, la tragédie des communs, c'est ça, hein, c'est quand les abus des gens finissent par nuire à tous. Et donc, les algorithmes, c'est des restrictions de liberté, mais au bénéfice de la société. Parce que, voilà, il faut s'acquitter d'un billet de la STIB. La STIB est payante, le jour où elle sera gratuite, mais bon, il y a des gens qui décident de ne pas s'en acquitter. Eh bien, il y a des algorithmes pour les remettre sur le droit chemin. Ça a l'air un peu dur, ce que je raconte, mais pensez à TaxonWeb. Vous utilisez peut-être tous TaxonWeb maintenant. Vous avez remarqué qu'il y a des rubriques, vous ne pouvez même plus les changer. C'est-à-dire que ça devient très très difficile de faire de l'optimisation fiscale. C'est des restrictions de liberté. Moi, quand je discute avec des experts comptables, ils me disent que TaxonWeb a changé quand même leur manière de travailler, et peut-être que demain, vous n'allez même plus librement remplir les rubriques, que tout sera automatisé, que tout sera prélevé à la source, etc., et que vous n'allez même plus penser à ça, que le prélèvement de l'impôt sera totalement algorithmisé, automatisé. C'est une restriction de liberté. Mais vous êtes censé payer vos impôts. Donc, c'est simplement un cadenassage algorithmique de la loi, une implantation algorithmique de la loi. Et quand je parle avec des juristes, ils font le constat que ça se généralise partout. C'est-à-dire que de plus en plus, vous avez des algorithmes qui vous obligent à vous comporter d'une certaine manière, qui vous obligent à respecter la loi. Avant, la loi fonctionnait d'autres manières. Hein. Vous pouviez violer la loi, et puis après, vous en assumiez les conséquences. Il y avait un tribunal judiciaire, il y avait des avocats, il y avait des juges où on vous défendait, et puis finalement, il y avait une sentence. Maintenant, de plus en plus, vous n'allez plus avoir l'occasion de violer la loi, parce que les algorithmes vont restreindre vos espaces de liberté de telle manière à respecter de force la loi. Il y a un dispositif qui a fait beaucoup débat, c'est le dispositif qui vous empêchait de prendre le volant de votre véhicule en état d'ivresse. C'est aussi un algorithme qui mesure votre haleine, la concentration d'alcool, et qui empêche la voiture de démarrer. Les juristes sont affolés par ce type d'algorithme, mais il va s'installer. Et la technologie existe, et je pense qu'à partir du moment où la loi dit que vous ne pouvez pas conduire en état d'ivresse, et si un algorithme le rend en effet effectif,
Pourquoi autoriser? Alors, ça fait débat, ça. Hein. Moi, quand je dis ça, 100% des juristes, ils me regardent avec des yeux de haine. Parce qu'ils considèrent que la loi, ça ne devrait pas être ça. La loi devrait autoriser le viol de la loi avec un tribunal qui vous fait voilà. Et alors parce que les gens vont vous dire, mais si votre enfant est en train de un grave problème de santé, vous devriez, malgré votre état d'ébriété, vous devriez pouvoir le conduire à l'hôpital. Ou votre femme en train d'accoucher, enfin le genre d'exemples extrêmes qui ne sont pas très représentatifs statistiquement, mais enfin qui se produisent. Et dans ces cas-là, voilà. Mais c'est rare statistiquement. Et ce que vous diront les informaticiens, c'est que, ben non, statistiquement, il vaut mieux empêcher le conducteur en état d'ivresse de conduire son véhicule. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est le genre de raisonnement qu'on a aujourd'hui. Parce que ces dispositifs, ils existent. Ils sont là. Et les GAFAM nous les offrent sur un plateau d'argent. Ils sont extraordinairement performants. Et ils sont extraordinairement prescriptifs. Et donc, c'est à nous. Et alors, c'est le problème, c'est de savoir... Parce qu'on n'est pas loin, comme vous savez, on n'est pas loin du Bentham et de... Panopticon, le fameux système de surveillance généralisée dont Bentham a beaucoup parlé, qui disait, si vous lisez le texte, c'est quand même assez fascinant, si l'on trouvait un moyen de rendre maître, etc., vous voyez qu'en fait Bentham déjà imaginait, et Bentham était un utilitariste. Comme vous savez, il considérait qu'on pouvait définir une fonction de coût social qui était celle qui maximisait le bonheur, au sens d'un calcul. Mais les algorithmes font ça. Les algorithmes, c'est des calculateurs. Et donc aujourd'hui, les algorithmes, ils essayent en effet de maximiser une fonction coût social qui est exactement benthamienne. Donc Bentham, il n'avait pas l'informatique à l'époque, mais si Bentham avait eu un ordinateur dans ses mains, il aurait tout à fait informatisé le panopticon, puisque c'était vraiment sa vision des choses. Et donc je vais vous montrer quelques exemples très très rapidement maintenant d'algorithmisation. Alors moi je travaille par exemple sur une application, une application sur smartphone, qui vous permettra d'aller du point A au point B en choisissant un ensemble de modalités. Donc, par exemple, je veux aller du point A au point B. Aujourd'hui, vous pouvez prendre le vélo, vous pouvez prendre la STI, vous pouvez aller à pied, vous pouvez mélanger ça aussi. Donc, nous, on est en train de développer une application qui vous permet de mélanger différentes modalités. Alors, ces applications, elles sont intéressantes parce que vous pouvez les penser pour satisfaire chaque individu à part entière, ou vous pouvez avoir la préoccupation de la collectivité. Vous allez dire, c'est la même chose. Mais non, c'est pas forcément la même chose. L'exemple très simple, c'est les GPS d'avant. Les GPS d'avant, c'était, je ne vais pas vous montrer je peux vous montrer juste un graphe. Ça, c'était un graphe. Hein, Jacques a parlé de graphe. Mais les GPS d'avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils trouvaient le plus court chemin dans un graphe. Puisque vous deviez aller du point A au point B, hein, vous vous rappelez, il y avait plusieurs possibilités et vous trouvez le plus court chemin. Mais vous pensez bien que si le GPS donne le même plus court chemin à tout le monde, vous avez directement des encombrements qui se... Et bon, alors maintenant, vous savez qu'un algorithme comme Waze essaie de prendre en considération le trafic. Mais Waze essaie de satisfaire chaque individu comme s'il était seul au monde. Et ça marche pas. Parce qu'en fait, nous sommes une société, chacun essaie d'aller le plus vite du point A au point B, mais on ne peut pas satisfaire chacun de manière maximale. Il faut harmoniser, si vous voulez, il faut trouver une espèce de fonction coût qui fait qu'on distribue, on redistribue, si vous voulez. Mais Waze ne fait pas ça. Waze constate qu'il y a eu un bouchon, et puis il ramène tout le monde, et de fait, il y a de plus en plus, les chauffeurs de taxi, de plus en plus, évitent Waze, parce que Waze a des effets très pervers, on a l'impression que Waze fonctionne, mais Waze prend déjà en considération le trafic, mais on se rend compte que Waze ne fonctionne pas du tout de manière optimale au plan social. Vous avez l'impression que Waze vous donne la meilleure solution, mais si vous prenez la société dans son ensemble, le tout est plus que la somme des parties, et Waze provoque des tragédies de commun. Et en fait, il y a des effets oscillatoires dont Waze est responsable. Pour ne pas évidemment parler des petits villages belges qui sont devenus des autoroutes, ou des petits chemins qui n'étaient envahis par personne et qui maintenant sont devenus des bouchons constants. Il y a des gens qui se disent, mais moi j'ai jamais demandé que ma petite route devienne... Mais c'est parce que Waze en a décidé, sans aucune légitimité. Waze a décidé que tout le monde devait passer par là. Et donc ça, c'est vraiment un vrai souci, pour ne pas parler évidemment de l'empreinte écologique dont Waze n'a que faire. Donc vous voyez que, je vais sauter ça, on a, parce que ça c'était plus théorique, mais moi je travaille beaucoup sur l'optimisation sociale, c'est-à-dire des algorithmes qui se préoccupent de la société dans son ensemble, et pas la satisfaction de chaque individu pris à part entière. Beaucoup de ce que fait les GAFAM, c'est vous satisfaire vous comme si vous étiez seul au monde. Vous allez voir par exemple les recommandations, c'est ça, les GPS, c'est ça. Beaucoup de décisions, beaucoup de systèmes algorithmiques des GAFAM qui utilisent l'intelligence artificielle, vous profilent vous donnent des recommandations qui vous sont extraordinairement adaptées, mais on ne voit pas toujours l'impact social de cela. Alors un autre algorithme sur lequel j'ai beaucoup travaillé,
c'est l'algorithme Parcoursup. Alors c'est vraiment un algorithme remarquable parce qu'il a été inventé dans les années 60. Et en fait, c'était un algorithme dont, au début, dans les années 60, quand il a été pensé, c'était pas du tout pour affecter les étudiants dans les universités. C'était pour créer, c'est comme ça qu'on l'a popularisé, c'était pour se faire rencontrer des hommes et des femmes d'une manière optimale, pour que les hommes et les femmes créent des couples de manière optimale. Et cet algorithme s'appelait l'algorithme du mariage stable, qui a d'ailleurs valu le prix Nobel d'économie à ses inventeurs. On l'utilise par exemple pour les dons de greffe, les dons d'organes aussi. Hein. Il y a évidemment ceux qui bénéficient du don d'organes et il y a ceux qui donnent le don d'organes. Comment apparier le donneur et le receveur? C'est un problème évidemment. Dans le cas du mariage stable, c'est chouette cet algorithme parce qu'il est très facile à comprendre dans le cas du mariage stable. En fait, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des hommes et des femmes. Les hommes ordonnent les femmes par ordre de préférence et les femmes ordonnent les hommes par ordre de préférence. Et en fait, l'algorithme se débrouille pour que la meilleure préférence des hommes soit avec la meilleure préférence des femmes. C'est-à-dire que, bon, très légitimement, si vous aimez bien, si c'est voilà, cette femme c'est celle que vous préférez, puis une deuxième, puis une troisième, puis un autre homme n'a pas forcément le même ordre, et les femmes aussi ont un ordre, eh bien, l'algorithme se débrouille pour que les couples s'entendent bien et que les préférences soient respectées. Et c'est un algorithme qui marche bien, hein. C'est un algorithme optimal au sens où les préférences sont respectées. Sauf qu'il y a un problème. Si les hommes préfèrent exactement les mêmes femmes, et si les femmes préfèrent exactement les mêmes hommes, vous pouvez en déduire assez facilement ce qui va se produire, c'est que la solution, c'est celle-là. L'homme préféré par tous va se retrouver avec la femme préférée par tous. Le deuxième homme préféré va se retrouver avec la deuxième femme, le troisième homme va se retrouver avec la troisième femme, et le quatrième homme va se retrouver avec la quatrième femme. Si vous aviez 4 hommes d'un côté et 4 femmes de l'autre, hein, et que vous avez que les hommes portent les mêmes préférences, les femmes ont les mêmes préférences, vous allez voir que les numéros 1 vont se retrouver ensemble, les numéros 2 vont se retrouver ensemble, les numéros 3 vont se retrouver ensemble, les numéros 4 vont se retrouver ensemble. Alors, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans les universités en France. Pourquoi? Parce que, en fait, les étudiants veulent tous aller dans les mêmes universités et ils ont tendance à les ordonner de la même manière. Ben, il y a des rankings, vous savez, des rankings universitaires. Bon, par exemple, ça c'est un ranking en France. Vous avez du mal à lire, mais ça, c'est les 10 prépas les plus demandés par Parcoursup. Et en fait, on se rend compte que, bon, ben, en France, vous savez, Polytechnique, Centrale, Sorbonne, c'est des universités très. En Belgique, on a moins ce problème parce qu'on peut considérer que les universités sont relativement égales. Mais en France, vous savez que le système d'enseignement supérieur est extraordinairement inégalitaire et tout le monde a pratiquement envie d'aller dans certains instituts plus prestigieux que d'autres. Donc les universités ont un peu un ranking semblable pour tout. Mais de leur côté, les universités rankent aussi les étudiants de la même manière. Sur quelle base? Le bac. Vous avez un bac qui fait que les universités veulent les meilleurs étudiants et on peut les classer, les étudiants, avec les résultats qu'ils ont obtenus pendant leur parcours secondaire. Qu'est-ce qui se passe? Parcoursup met les meilleurs étudiants dans les meilleures universités. C'est la logique de Parcoursup, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il faut savoir qu'avant Parcoursup, il y avait un algorithme qui s'appelle Admission Post-Bac, du temps de la France d'Hollande, dans lequel il y avait de l'aléatoire. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait associer aussi aléatoirement certains étudiants dans les universités. C'est-à-dire que certains étudiants qui n'avaient pas forcément fait un parcours secondaire extraordinaire pouvaient quand même accéder à la Sorbonne ou accéder à une université prestigieuse. Il y avait pas complètement, hein, il n'y avait pas que de l'aléatoire, mais on rebattait les cartes. Ça a été un scandale en France. Parce que quand on a su, surtout quand des très bons étudiants n'ont pas obtenu la meilleure université, alors ils ont commencé à se plaindre et on s'est rendu compte qu'il y avait un peu d'aléatoire dans l'algorithme. Ça a été une levée de bouclier terrible, au point même où quand Macron est arrivé au pouvoir, il a dit il faut complètement changer cet algorithme, il faut le rendre beaucoup plus méritocratique et il faut se débrouiller pour que les meilleurs aillent dans les meilleurs. Et c'est comme ça que ça doit être. C'est la France méritocratique de Macron. L'algorithme a été changé et maintenant c'est ce qui se passe. Et de fait, la France se réjouit parce qu'il y a beaucoup moins de taux d'échec dans les universités. Ben oui, ben ça c'est pas trop étonnant vu que bon dans les universités qui étaient les plus sévères, on a mis les meilleurs étudiants. Donc, mais ils prennent ça. Mais alors ce qui est fantastique, c'est que quand moi j'ai écrit beaucoup de choses dans Le Monde et dans Nouvel Obs pour critiquer la nouvelle version de l'algorithme, je me suis fait démolir. En disant mais c'est très bien, c'est très efficace comme algorithme, c'est comme ça que ça doit être, l'enseignement a toujours été inégalitaire, il n'y a aucune raison que l'algorithme change la donne. Sauf que l'algorithme non seulement rend les choses encore plus explicites, mais ne fait que les amplifier.
puisqu'on n'a même pas la possibilité de contourner l'algorithme, parce qu'un algorithme, c'est implacable. Des préinscriptions, c'est implacable. Parcoursup, c'est implacable. Vous ne pouvez pas contourner Parcoursup. C'est Parcoursup qui décide et c'est que lui qui décide. Et je répète que c'est 2 chercheurs du CNRS qui ont écrit un algorithme qui décide de la vie universitaire de centaines de milliers d'étudiants en France. Est-ce qu'on peut accepter ça? Moi, c'est une vraie question. Alors, je vais vous parler maintenant alors, les économistes vous disent ce qui est fantastique dans cet algorithme, c'est qu'il est Pareto optimal. Ça, c'est la grosse tarte à la crème des économistes, l'optimalité de Pareto. Et je reprends toujours la phrase d'Amartya Sen. Une société peut être Pareto optimale et pourtant parfaitement dégueulasse. Parce que en fait, c'est un critère qui se fout complètement des inégalités et de l'égalité. Pour autant que tout le monde s'y retrouve un petit peu, mais on s'en fout qu'il y en a qui s'y retrouvent 100 millions de fois mieux qu'un autre. Ça, c'est le critère de Pareto, qui est un critère qui n'a aucun souci de justice. Mais pourtant, c'est souvent ce que les économistes mettent en avant pour défendre pas mal d'algorithmes qu'ils utilisent. Alors, un dernier algorithme, qui sont les algorithmes de recommandation, qui sont les algorithmes favoris des GAFA et d'Amazon et tout ça. Donc, je vous montre, vous savez comment ça fonctionne. Vous avez vu ces films-là sur Netflix, vous avez acheté ces livres-là sur Amazon, et on va vous recommander un nouveau livre ou un nouveau film. Ça se passe comment? Eh bien, très très simplement, on regarde tous ceux qui ont vu le même film que vous, ou les mêmes films que vous ont vu par la suite, ou tous ceux qui ont acheté les mêmes livres ou écouté les mêmes musiques que vous ont acheté ou ont écouté par la suite. Et on se sert de ce que les autres ont fait pour vous faire une recommandation. On a développé plein d'algorithmes comme ça, et donc on sait assez bien comment ils marchent, il y a des concours, etc. Il faut savoir que la recommandation est basée sur la prédiction. C'est-à-dire qu'en fait, on prédit que vous allez voir ce film-là, parce que simplement tous ceux qui avaient vu les mêmes films que vous précédemment ont vu ce film-là. Donc on prédit que vous allez voir ce film-là. C'est presque évident que vous allez aller voir ce film-là, puisqu'on se comporte un peu comme tout le monde. On est des moutons, on est grégaires, on va voir un peu ce que mais on a même les mêmes goûts, hein, parce que c'est un peu péjoratif ce que je dis, mais enfin si tout le monde a lu, ce qui se ressemble s'assemble, etc. Mais donc la recommandation est basée sur la prédiction. Et donc du coup, ça vous enferme, comme disent beaucoup de sociologues et psychologues, ça vous enferme dans une espèce de bulle, c'est que en fait vous étiez quand même incité à aller le voir, vous aviez envie d'aller le voir, mais du coup c'est presque inratable, c'est presque immanquable, parce que non seulement spontanément vous auriez peut-être été le voir, mais là il y a un lien qui vous dit va le voir, donc on vous force un peu la main, vous allez quand même encore plus le voir. Et pourquoi est-ce que les GAFAM font ça? Parce que chaque fois que vous cliquez sur un lien qu'ils vous ont proposé, c'est comme ça qu'ils s'enrichissent. C'est le système publicitaire. Donc ils ont tout intérêt à ce que vous alliez voir ce qu'ils vous proposent ou ce que vous achetiez ce qu'ils vous proposent. Parce que si vous passiez à côté, du coup, tout le business model des GAFAM s'effondre. Donc c'est très très important qu'ils vous ciblent, etc. Or, on pourrait se dire, mais est-ce que c'est la meilleure recommandation? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire d'autres types de recommandations? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des recommandations aléatoires? Est-ce qu'on pourrait faire pas le contraire? Dire, vous aviez envie d'aller voir ça, mais on va vous forcer la main, on va vous conseiller d'aller voir autre chose qui est peut-être pas dans vos habitudes, mais ça va vous ouvrir les horizons. Et donc c'est sans doute le film que vous aviez envie d'aller voir, mais donc il y a d'autres manières de penser les recommandations que celle qui est actuellement pratiquée par les GAFAM. C'est pas forcément la meilleure manière de faire des. Donc vous voyez qu'à chaque fois ces algorithmes, on peut les repenser d'un tas de manières. Ils sont de plus en plus importants, et en plus, c'est de plus en plus des algorithmes genre Big Data, Machine Learning dont Jacques parlait précédemment, parce que en fait, ils font des prédictions, mais on ne sait même pas trop comment ils font ces prédictions. Parce que simplement, ils font du Machine Learning, et on a de plus en plus d'algorithmes qui sont assez performatifs, mais qui posent quand même problème parce que les gens ne comprennent plus très bien comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, il y a quand même des levées de boucliers aussi sur un tas d'algorithmes qui sont notamment très utilisés dans le domaine juridique. Vous avez peut-être entendu parler de cet algorithme qui s'appelle Compass, et qui est un algorithme utilisé actuellement par les juges, surtout aux États-Unis, et qui commence à être beaucoup plus utilisé en Angleterre, sur des problématiques de libération conditionnelle, ou de libération tout court, etc. Et en fait, ces libérations, qui sont décidées par le juge, dépendent d'un algorithme qui va prédire la récidive. Est-ce que vous êtes susceptible de récidiver ou pas? Et selon cette prédiction, on va vous libérer ou pas. Voilà. Ça, c'est la logique de l'algorithme. Donc l'algorithme prédit que vous allez récidiver ou pas. Et comment il le fait? Parce qu'il fait de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il a une base de données
d'inculpés ou de condamnés qui ont récidivé ou pas quand ils ont été libérés. Et donc, il apprend ce qui fait que vous allez récidiver ou pas. On ne sait pas très bien comment il fait, mais c'est des statistiques. Donc, à un moment, voilà. Et c'est vachement important parce que si vous, X, l'algorithme dit que vous avez 9 chances sur 10 de récidiver, il ne faut pas espérer que le juge vous libère. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans la société américaine, l'algorithme se trompe souvent, parce que les algorithmes ne sont pas parfaits. Mais il se trompe un peu plus pour les noirs que pour les blancs. Et donc, cet algorithme était quand même très discriminant. Et donc, il y a eu, dans le monde de l'intelligence artificielle et dans le monde du machine learning, il y a eu énormément de débats sur est-ce que l'algorithme est raciste, ce qui n'a pas beaucoup de sens de dire qu'un algorithme est raciste. C'est sans doute l'utilisation qu'on en fait. Mais qu'est-ce qui est raciste alors? Est-ce que c'est les données qui étaient racistes? Ben oui, les données font que y a une surreprésentation de la population noire américaine dans les prisons. Donc c'est normal que statistiquement les Noirs soient traités comme ils sont traités, puisqu'ils sont surreprésentés dans les données, etc. Et qu'en plus il y a... Donc il y a plein de problèmes que ça soulève. C'est un peu comme Parcoursup, si vous voulez. À un moment, il y a les algorithmes qui décident. Et est-ce que ce sont les bonnes décisions à prendre? Et pourtant, les juges les suivent aveuglément. Pourquoi? Parce que s'ils ne le suivent pas, vous imaginez le problème. Si un algorithme dit cette personne a 9 chances sur 10 de récidiver, et le juge prend sur lui de lui accorder le bénéfice du doute et de le libérer malgré tout, et que ce prisonnier commet l'irréparable, vous imaginez ce qu'encourt le juge, parce que le juge n'a pas suivi la décision de l'algorithme, alors que l'algorithme l'avait prévenu. On est maintenant dans ce genre de choses où il y a des algorithmes très prescriptifs qui forcent les juges aussi à faire attention à ce qu'ils font. Parce que les algorithmes, a priori, parce qu'on dit, vous savez, mais les juges, c'est vachement irrationnel. Avant le repas, ils prennent des autres décisions qu'après le repas. Ça, c'est classique. Il y a des gens qui étudient ça, qui sont un tout petit peu plus flexibles et un peu plus... laxiste après un bon déjeuner bien arrosé qu'avant. Ce qu'un algorithme ne ferait pas, évidemment. C'est ce qu'on dit en faveur de l'algorithme. L'algorithme, lui, il n'a pas d'effet d'alcool, etc. Mais c'est comme ça qu'on vend les algorithmes. Hein. Et donc, ça donne lieu à des sociétés dans lesquelles ces algorithmes-là, ils sont pas anodins, ils sont partout. Et ils vous surveillent sans arrêt. Et l'exemple, évidemment, dont tout le monde parle maintenant, c'est la Chine, qui met en œuvre depuis 2 ans son système de crédit social. Qui oblige à avoir des caméras, des systèmes de reconnaissance faciale, des systèmes de fouille de vos conversations téléphoniques, des systèmes d'espionnage de ce que vous faites sur les réseaux sociaux, et que si vous êtes taxé de malotru ou de malhonnête, etc., automatiquement, l'algorithme, parce qu'il n'y a même pas besoin d'homme, hein, l'algorithme vous pénalise de quelques points, et qu'est-ce qui vous en coûte? Eh bien, il y a certaines destinations qui vous deviennent impossibles, vous pouvez même plus aller dans l'aéroport, c'est-à-dire que vous allez au comptoir, non, vous pouvez pas prendre ce vol, parce que votre crédit social est imputé de quelques points. Il y a des choses qui coûtent plus cher. Les fils, si vous voulez accéder dans les hôpitaux, vous n'avez pas la priorité. Si votre crédit social et c'est aujourd'hui en Chine. Et les Chinois, ils sont assez contents de ça. C'est assez impressionnant quand vous parlez aux Chinois, cette espèce de surveillance massive, cette surveillance de masse, on parle de liberté ici, hein, eh bien, on a des sociétés qui l'acceptent. Chez nous, ça poserait... Bon, alors pourriez-vous dire, est-ce que ça arrive chez nous? Eh bien, en fait, étonnamment, les librairies, ça c'est un truc que j'ai pris dans un article, notre démocratie libérale utilise beaucoup plus encore d'algorithmes de surveillance que même les pays les plus dictatoriaux. Et donc, il ne faut pas croire que nous sommes à l'abri de cela. Et c'est malheureusement des technologies qui viennent surtout de Chine et des États-Unis, parce que, bon, surtout la Chine, vous savez, en matière de reconnaissance faciale, évidemment, ils ont fait des progrès gigantesques, puisque ils en disposaient partout et ils n'ont pas les problèmes de vie privée que nous rencontrons, etc. Et est-ce que ça arrive chez nous? Ben, écoutez, dans Le Monde, pas plus tard qu'il y a une semaine, ben, vous lisiez ça. En surveillant les réseaux sociaux, Bercy rêve d'automatiser la lutte contre la fraude. Et vous lisez Gérard Darmanin, qui est quand même le ministre des Actions et des Comptes Publics en France, mais lisez ce qu'il dit. Si vous vous faites prendre en photo de nombreuses fois avec une voiture de luxe alors que vous n'avez pas les moyens pour le faire, peut-être que c'est votre cousin ou votre copine qui vous l'a prêté, peut-être pas. Donc voilà, si sur les réseaux sociaux vous êtes au volant d'une Ferrari et que vous déclarez pas ce type de montant lors de votre déclaration fiscale, donc il ne faut pas croire que la France est à l'abri, et la Belgique aussi, c'est-à-dire que ces systèmes de surveillance vont se généraliser partout. Alors ça, c'est une promesse, et ils le sont déjà dans des pays qui pourtant ne sont pas généralement blâmés pour l'absence de démocratie. Alors, en plus, qui programme ces algorithmes? C'est surtout eux.
c'est-à-dire c'est les GAFAM. Là, vous avez les 4 personnes les plus riches de la planète pour l'instant, hein, pratiquement, enfin, tu sors dans les 10 premiers. Vous avez Larry Page, vous avez Tim Beck, vous avez Mark Zuckerberg et vous avez Jeff Bezos. Vous avez bon, celui d'Apple a un peu changé, mais vous avez les 4 leaders des GAFAM. Et ils envahissent tous les recoins de notre vie. Les voitures autonomes GAFAM. Le plus grand dépositaire du génome de la planète, c'est Google. C'est-à-dire qu'en fait, Google connaît tous les génomes, enfin de tous ceux qui se prêtent au jeu, mais il y en a des centaines de millions qui ont craché, enfin peut-être pas, certainement des vingtaines de millions, qui ont craché dans une pipette, qui l'ont envoyé chez Google et qui ont fait séquencer leur génome. Ça peut faire des progrès en médecine. Hein. Il y a des maladies qu'on a découvertes grâce maintenant au séquençage génomique, mais Google devient un acteur incontournable dans le monde de la santé. En France, il y a un grand débat actuellement, puisque tous les hôpitaux, tous les systèmes hospitaliers français ont accepté, c'est ça qui fait débat, mais bon, la chose a été acceptée, de tout confier chez Microsoft. Donc c'est Microsoft qui a le cloud pour toutes les données hospitalières, les dossiers patients, etc. En France. Donc c'est quand même préoccupant de savoir que du jour au lendemain, ces grands acteurs deviennent des acteurs incontournables pour la gestion de la santé. La gestion de la mobilité, ben, vous savez, oui, c'est Google. Hein, Uber, il n'est pas là, mais bon, ce sont des acteurs qui sont devenus incontournables pour la mobilité. Les assistants domotiques, c'est Google qui vous espionne à longueur de temps chez vous. Les compteurs intelligents, vous connaissez peut-être la société Nest, qui installe des compteurs intelligents chez vous pour vous aider à mieux consommer, mais vous imaginez le pouvoir que ces compteurs ont sur vos pratiques de consommation. Et moi, je ne suis pas contre cela, sauf que je trouve que c'est bien d'avoir des compteurs intelligents qui peuvent réduire vos consommations. Mais est-ce que c'est Google qui doit en décider? Est-ce que c'est Google qui doit les installer, etc. Donc c'est un des grands soucis que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, ces acteurs monopolistiques ont envahi toutes les sphères de nos existences, et c'est pas prêt de s'arrêter, parce qu'ils ont un pouvoir. Mais même, auprès des gens, ils commencent à avoir de plus en plus de légitimité. Il y a eu un sondage auprès des Américains. On leur a dit, mais vous préférez être gouverné par Google ou par... bon, évidemment, c'est Donald Trump pour l'instant, mais je dirais un président. Et il y avait 65% des Américains qui disaient que Google serait un meilleur système de gouvernance aux États-Unis. Donc, vous voyez qu'on en est là maintenant. Ils ont pris un tel contrôle de nos vies. Et en fait, ce qui est aussi préoccupant pour nous, Jacques, qui sommes des chercheurs, qui sommes des académiques, c'est que dans les conférences où moi j'avais l'habitude d'aller, ou que je continue parfois à aller, il y a maintenant plus de papiers qui viennent des GAFAM que des universités. C'est-à-dire que les meilleurs laboratoires de recherche, parce qu'on pourrait dire c'est de la technologie, mais mais tout ce qui se fait aussi en matière de recherche, ils sont incroyables. Ils ont les cerveaux, parce qu'ils ont des offres, ils font des propositions de salaire avec lesquelles aucune université ne peut aujourd'hui rivaliser. Moi, mes chercheurs et mes étudiants brillants, leur rêve, c'est quand même d'aller bosser chez Facebook, chez Amazon et chez Google. Pas forcément pour avoir des salaires plantureux, mais parce que les conditions de travail, la stimulation intellectuelle est bien plus importante chez Google aujourd'hui qu'elle n'est dans les meilleures universités. Et donc c'est pas étonnant qu'un Yann Lequin, par exemple, qui est un des pères du deep learning, est directeur de recherche chez Facebook, et que Benjo, qui est le deuxième père du deep learning, fait financer son laboratoire essentiellement par Amazon. Et donc on est aussi dans une situation où ces acteurs ont tout. Ils ont la concentration des cerveaux, la concentration des technologies, la concentration des données. Donc ça va être difficile de reprendre le contrôle. Hein. Moi, j'essaie de militer pour ça, mais ça va vraiment être très compliqué. Alors, et je vais petit à petit arriver, je ne sais pas depuis combien de temps je parle, pour laisser un peu plus de... Oui. Combien? Une petite heure. Voilà, très bien. Voilà, mais c'est très bien, parce que je vais vous montrer, mais c'est bien parce que je veux de toute façon pas parler plus pour arriver, pour voir un peu vos réactions à tout cela. J'ai des propositions. Alors, par exemple, j'essaie de les expérimenter sur des algorithmes qui sont pas encore pris d'assaut par Google, ça va pas tarder, mais bon, tant qu'on résiste, c'est pas mal. Dans les algorithmes de mobilité, c'est des algorithmes sur lesquels je travaille. Les algorithmes de mobilité. Les algorithmes d'accès dans les écoles, en l'occurrence en Belgique, qui est important, c'est le décret inscription, et aussi des algorithmes, un peu d'accès dans les hôpitaux, et des algorithmes, Donc c'est des algorithmes qui sont importants, qui prennent des décisions quand même relativement importantes dans nos vies. Et moi, ce que je propose, c'est que ces algorithmes soient développés de manière un peu différente, et que nous participions, nous citoyens,
dans le développement de ces algorithmes. D'ailleurs que, comme je vous ai dit dès le départ, les citoyens demandent plus de démocratie participative. Pourquoi pas les faire participer dans l'écriture des algorithmes? Et donc, bien sûr, ça n'exclut pas les experts dans les domaines. C'est important d'avoir des experts en éducation publique, ou des experts en mobilité, ou des experts en santé. Mais les experts, parce que les experts, bon, ils ont là un peu parfois le biais de l'expertise. C'est comme les chercheurs du CNRS qui disent c'est génial parce que cet algorithme il est super efficace. Il y a même eu un prix Nobel pour ça. Oui, mais l'efficacité au sens de Pareto, c'est pas forcément l'efficacité au sens de l'égalité. Il faut peut-être aussi prendre en considération l'avis du public pour savoir c'est quoi un optimal social. Et donc les experts tout seuls, c'est pas bon. Donc il faut certainement des citoyens que vous choisissez. Alors là, il y a différents modes de sélection, mais il y a aujourd'hui les panels citoyens, ça se généralise partout. Hein. On a encore dans le soir aujourd'hui, le Parti socialiste demande qu'il y ait aussi, comme en France, un panel citoyen pour la transition énergétique. Vous savez, en France, il y a un panel citoyen qui décide des actions à prendre pour le changement climatique. Et donc c'est une tendance aujourd'hui. Et moi je dis, mais pourquoi pas profiter, bénéficier de cette tendance pour l'écriture des algorithmes, de mettre les citoyens au cœur des algorithmes et que eux décident de qu'est-ce que devrait, par exemple, prenez le décret inscription. Le décret inscription, il marche pas. Il y a plein de gens qui disent qu'il marche pas. Je pourrais vous expliquer les problèmes qu'il a, mais ça serait un peu trop long. Mais vous savez que parmi les critères les plus importants, c'est la géographie, hein, la proximité par rapport à l'école, la famille, hein, si vous avez déjà des membres de votre famille, etc. Bon, est-ce que ce sont des bons critères? Vous savez qu'au départ, le décret inscription s'appelait le décret mixité, parce que l'ambition c'était de mixer les classes sociales, de mixer les origines, etc. Bon, en mettant comme critère plus important la proximité géographique, vous imaginez bien que là on n'aurait pas, à mon avis, il fallait pas être très malin pour savoir que cet objectif-là, en tout cas, serait pas forcément rempli. Mais voilà, mais c'est un peu ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, en plus, il fonctionne pas très bien parce que 80% des parents ont leur premier choix. Il y a un truc qui est biaisé dans cet algorithme. D'ailleurs, il fonctionnait comme ça il y a 10-15 ans à Boston et ils l'ont complètement modifié parce que des citoyens ont dit que ça marchait pas. Et en Belgique, aujourd'hui, les parents développent des stratégies pour favoriser, si vous voulez, l'accession de leurs enfants dans les écoles qu'ils veulent. Et c'est des stratégies vraiment bizarres. Ils déménagent, ils prennent des fausses adresses. Il y a une série de stratégies pour contourner, parce que donc il y a un problème avec cet algorithme. Et est-ce que, évidemment, faire participer beaucoup plus les parents, parce que pour l'instant, personne n'en a décidé, c'est aussi des informaticiens, d'ailleurs, il y en a une ici à l'ULB, Estelle Cantillon, qui a participé beaucoup de l'écriture de cet algorithme, mais en tant qu'experte, si vous voulez. Mais c'est pas suffisant. Et puis, je pense qu'aussi, les politiques ont encore éventuellement un rôle à jouer, mais dans le sens où il va quand même falloir octroyer une certaine légitimité électorale, parce qu'en fait, je pense que tous les parents n'auront pas forcément la même vision de ce que c'est qu'une bonne école, de ce que c'est que... et donc, à ce moment-là, je pense que quand on ne se met pas d'accord, un vote, c'est parfois ce qu'il y a encore de mieux. Et donc, un politique soit porteur d'une certaine idéologie. C'est ce qui s'est passé en France. En votant Macron, en fait, les Français ont changé l'algorithme Parcoursup. Ils pouvaient voter à gauche. Bon, ils ont voté libéral. Macron n'est pas forcément un homme de gauche. Eh bien, en tout cas, c'est un type très méritocratique. Eh bien, il est clair que l'algorithme s'est adapté à ce fait électoral, puisque de fait, il pose pas un problème. Sincèrement, Parcoursup dans sa version actuelle. Moi, quand j'ai raconté ça au recteur, en disant, vous savez, ça augmente les inégalités, bon, on m'a dit, bah oui. Pas de problème avec ça. Bon, pour moi, c'est un véritable problème. C'est un vrai problème moral que l'enseignement soit à ce point inégalitaire. Mais bon, la France, c'est comme ça. La France en a décidé. Mais si maintenant la France vote Mélenchon, peut-être que l'algorithme changera et qu'il deviendra sans doute bon. Alors, pour montrer que ça marche, bon, c'est une lettre où j'ai le support du Parlement bruxellois pour les projets de participation citoyenne. Donc ça c'est décidé. Donc je vais lancer, en tout cas pour le décret inscription, cette initiative. Ça va pas être facile, c'est une expérience nouvelle. Je sais pas ce que ça va donner parce qu'il faut encore que les gens comprennent ce que c'est qu'un algorithme, etc. Il y a toute une éducation citoyenne à faire. Mais il y a aussi un vrai problème chez nous, qu'il y a une vraie inculture du numérique. Les gens ne comprennent pas ces algorithmes qui pourtant décident beaucoup de choses pour eux. Et pourtant, ils ne sont pas si compliqués à comprendre. Parcoursup, je crois que vous l'avez
suffisamment compris pour voir en tout cas les travers qu'il peut présenter. Et donc, il va falloir former les gens, ça prendra du temps, les faire délibérer, les mettre ensemble, pour arriver. C'est pas du tout acquis, hein. Mais moi, c'est une expérimentation que je vais mener, parce que pour moi, c'est la seule manière d'accepter que ces algorithmes prennent de plus en plus de place. Et je suis pour que ces algorithmes prennent de plus en plus. Attention, hein, je suis un technophile, et j'espère vous l'avoir fait comprendre, que vu la complexification du monde, vu les menaces, et que vu la perte de contrôle, il va falloir mettre des algorithmes. Parce que ça nous aide, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais non, il faut arrêter avec ces algorithmes. C'était mieux avant, par exemple, les accès dans les écoles, on n'avait pas besoin d'algorithmes. L'écrit d'inscription, il n'existait pas il y a 20 ans. Hein. Mais il y avait des stratégies qui n'étaient pas forcément louables pour inscrire les enfants dans les écoles. Il y avait des fils, il y avait des coups de téléphone, il y avait des pistons, il y avait un tas de choses qui étaient très humaines, hein, pour inscrire ses enfants dans les meilleures écoles. Mais peut-être que c'est quand même mieux un algorithme. Mais pour autant que on l'écrive comme... voilà. Et voilà, je vais conclure en vous montrant différentes images. Donc Parcoursup, ce qui est marrant, c'est que le prix Nobel d'économie avait réagi à une tribune que j'avais écrite dans Le Monde en disant ben oui, vous avez parfaitement raison, c'est sûr que ça va renforcer les inégalités, surtout en France. Et c'est marrant parce que c'est le seul qui a été un peu positif avec ma critique. Tous les gens qui avaient, c'était une tribune dans Le Monde, donc elle avait eu un certain écho, tous les gens avaient dit, mais en France, tout le monde avait dit c'est très bien. Ou ils n'avaient pas compris, ou ils avaient dit, mais non, c'est efficace, c'est très bien, etc. Ben, il y avait quand même le prix Nobel d'économie qui lui, quand même, disait, mais attention, ça peut avoir des effets retors sur... Alors, voilà, la fiscalité aussi, pourquoi pas. Il y a des simulateurs en France qui expliquent très très bien les prélèvements fiscaux, etc. Vous savez que bon, pour la France débat actuellement sur des problèmes de retraite, etc. C'est des algorithmes. La retraite par points, c'est un algorithme. Et il doit y avoir moyen. Mais il faut du temps, il faut de la pédagogie pour expliquer et puis de voir comment tout ça et de plus en plus tout ça va s'algorithmiser parce que c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué et donc il faut se faire aider par des ordinateurs, mais sans doute avec une autre forme de légitimité que ceux d'experts à Bercy, etc. Qui en décident pour vous. Donc il faut une éducation citoyenne, etc. Le fait que collectivement des citoyens peuvent réaliser des choses tout à fait étonnantes, ben c'est exactement ce que Elinor Ostrom a vu. Alors il faut connaître Elinor Ostrom, c'est une femme remarquable, prix Nobel d'économie aussi, qui est décédée il y a quelques années et qui avait beaucoup théorisé sur les communs. C'est-à-dire comment des assemblées citoyennes à l'époque, même à l'époque du Moyen-Âge, hein, pouvaient s'organiser, réussissaient à s'organiser pour se gouverner sans que ça soit forcément une gouvernance du haut, c'est-à-dire des systèmes relativement... Et alors, pourquoi je parle d'elle? Parce qu'elle a été fascinée par les communautés open source, que les informaticiens connaissent bien. Vous savez que les communautés open source, c'est les informaticiens qui se mettent ensemble et qui développent des logiciels, dont une des plus grandes communautés, c'est GitHub, qui aujourd'hui attire 10 millions d'informaticiens. Enfin, 1 million d'informaticiens et 10 millions de codes qui sont publiés sur GitHub. C'est 1 million d'informaticiens, c'est quand même pas négligeable, qui travaillent de concert, qui travaillent ensemble. Alors, pas forcément pour les algorithmes sociétaux, mais pour la recherche. Mais c'est assez fascinant. Et quand vous regardez Linux, qui est un algorithme collaboratif, c'est quand même le meilleur système d'exploitation, qui est quand même le résultat d'une collectivité, etc. Et dernier slide, et puis on terminera. Ça, c'est Boston. C'est un truc qui s'appelle Code for America. Et à Boston, c'est que ça existe, ce que moi je veux faire. Donc les Américains l'ont fait. Hein, ben, on peut les imiter. Hein, parfois ils font des bonnes choses. Et Code for America, c'est des citoyens qui, à Boston, décident des algorithmes qui gèrent Boston. Alors, le premier algorithme qu'ils ont décidé ensemble, c'est l'algorithme d'assignation dans les écoles publiques. Et d'ailleurs, ils avaient un algorithme comme le décret inscription il y a 10-15 ans, qui donnait aucune satisfaction. Les citoyens se sont réunis, ils ont écrit un autre algorithme qui actuellement marche très bien. Et donc tous les Bostoniens sont assez contents, c'est pour les écoles publiques, hein, mais les Bostoniens sont ravis de ce système d'affectation. Mais il y a plein d'algorithmes. Par exemple, il y a un algorithme qui décide, quand il y a des chutes de neige, qui c'est qui doit aller nettoyer les trucs d'incendie, là, les bandes d'incendie, etc., pour les dégager, pour que, selon la proximité. Mais les gens en ont décidé, bon, quel serait le critère, parce qu'il y a parfois des personnes âgées, etc. Donc on a mis tout ça, on a décidé, et maintenant l'algorithme dit, quand il y a des chutes de neige, c'est vous, monsieur X, qui allez nettoyer, etc. Et c'est un algorithme qui le fait. Il y a plein d'algorithmes aussi pour le transport, la mobilité, le car sharing, le vélo sharing, les aides sociales. C'est des algorithmes qui décident de tout ça, mais des algorithmes qui ont été écrits par le citoyen, ça s'appelle Code for America.
Et c'est vraiment formidable comme initiative, et c'est ce que je voudrais, moi, généraliser, en tout cas de tester à Bruxelles. J'ai le soutien des politiques bruxellois en tout cas, certainement des ministres en place. Le gouvernement vient d'être, comme vous savez, le gouvernement vient de se mettre en place à Bruxelles, et il va avoir des initiatives dans ce genre. Voilà, je vous remercie, et je serais ravi d'avoir vos critiques ou vos commentaires à ce sujet. Merci beaucoup de votre attention. Je vois déjà des mains qui se lèvent.